de me trouver avec Nicole Bordelot, qui est une sommité dans le domaine du yoga et de la méditation. J'avais envie de t'avoir, je peux te tutoyer, oh, Nicole? Tellement! Parfait. J'avais envie de t'avoir avec nous pour une vidéo qui sera publiée sur les réseaux sociaux de l'Expo Yoga et ceux de Blonde Story, en plus d'être enregistrée en podcast, parce que cette année, je ne pourrai malheureusement pas être à l'événement. Donc, être à l'Expo Yoga qui se déroulera au Palais des Congrès le 8, 9, 10 février et qui est beaucoup plus... Et manquez pas ça. Si vous pouvez être là, c'est l'événement à ne pas manquer. De l'année, qui est beaucoup plus que... Oui, ça porte le nom Expo Yoga, mais c'est beaucoup plus que du yoga. C'est vraiment un événement qui rassemble une foule d'ateliers, de conférences qui viennent vraiment nous aider à cheminer personnellement. Et toi, tu seras bien sûr sur la programmation. Ah oui, c'est toujours un bonheur. C'est quelque chose qu'on attend avec beaucoup de joie parce que c'est le moment où on célèbre le bien-être du corps, le bien-être de l'esprit, mais sous toutes ses formes. Donc souvent, les gens pensent qu'ils doivent être initiés ou que c'est pour les professeurs de yoga, mais non. Du moment que vous avez un corps et un esprit, vous êtes bienvenue à Expo Yoga. Donc, si jamais vous vous êtes pas encore procuré vos billets, c'est le temps de le faire. Oui, parce que ça s'envole rapidement. Oui, exactement. Oui. Et comme je ne pourrais pas y aller, j'avais vraiment envie que tu puisses nous livrer peut-être un genre de petit atelier. Donc, j'ai préparé 3 grandes questions et j'ai envie que justement t'inspires nos communautés. Donc, ma première question, c'était comment est-ce que la méditation peut nous apprendre à vivre heureux, qui est inspirée en fait d'une classe de maître que tu vas donner à l'Expo Yoga cette année? Tu sais, Virginie, nous disons, et nous le disons tous, nous disons la méditation. Mais c'est les méditations, parce qu'il y a tellement de différentes formes de méditation. Alors, il y a la méditation, c'est comme ça qu'on va l'appeler, mais en sachant qu'elle est disponible sous différentes formes. Et souvent, les gens vont dire « Ah, moi, j'arrive pas à méditer. » Et il y a une forme de yoga pour chacun, puis il y a une forme de méditation pour chacun, dépendant de notre personnalité, dépendant de nos besoins, dépendant de nos attentes également. Donc, c'est important que les gens fassent un peu un survol de ce qui est offert comme méditation. Mais ta question, elle est belle parce qu'il faut d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par méditation, puis ensuite qu'est-ce qu'on entend par être heureux. Parce que si on sortait, toi et moi, dans la rue, présentement, il fait peut-être un peu froid aujourd'hui, mais qu'on demandait à une quarantaine de personnes qu'est-ce que c'est pour vous être heureux, il y a de bonnes chances qu'on ait une quarantaine de réponses différentes. Exactement. Parce que si quelqu'un a un problème de santé, il va dire que c'est la santé qui le rendrait heureux. Si quelqu'un a des problèmes amoureux, des problèmes financiers, ce serait la résolution de ces problèmes-là. Donc, alors commençons avec la méditation telle que moi je l'aperçois, parce que c'est personnel, là. Mais pour moi, méditer, ce n'est pas s'asseoir, se forcer à être immobile, essayer de trouver le vide, freiner ses pensées. Je suis tellement, mais ça, tellement c'est le pire des mythes. Que tu dis ça, parce qu'on va en parler plus tard, mais moi, je trouve ça très difficile, m'asseoir et méditer. Et dans ce sens-là, parce que si quelqu'un vous dit venez méditer avec nous, vos pensées vont s'arrêter, faites-vous rembourser. Parce que c'est comme dire, venez méditer, vous allez arrêter de respirer, vous allez arrêter de digérer, votre foie va arrêter de sécréter. C'est vraiment notre mental est fait pour générer des pensées. Donc, méditer, ce n'est pas l'arrêt de pensée, c'est pas se forcer à être immobile non plus. Méditer, pour moi, et le mot va sembler gros, là, mais c'est vraiment ce mot-là, c'est honorer le moment présent. C'est vraiment ce moment-ci, parce qu'on ne peut rien pour le passé. Le passé, c'est fini. Hier, avant-hier, le mois dernier, l'année dernière, tu n'y peux rien. Tu ne peux même pas changer une virgule, c'est inatteignable. Et le futur, quand il va t'arriver, il va s'appeler moment présent. Il n'existe pas vraiment non plus. Alors, méditer, c'est faire la paix avec ce qui est et ce qui n'est pas. Et pourquoi s'asseoir peut être si important en méditation? Parce que c'est la volonté d'arrêter de fuir l'inconfortable. Et l'inconfortable, c'est les petites douleurs dans le corps, c'est les pensées qui ne s'arrêtent pas, c'est les émotions qui montent,
c'est le moment présent qui ne fait pas mon affaire. Mais c'est en quelque sorte vraiment une forme d'introspection. Parce que je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, il y a tellement de stimuli que les gens ont de la difficulté à s'arrêter, à se poser les vraies questions, en fait. Donc, la méditation, c'est pour nous aider à faire ce calme mental-là et faire le travail intérieur, en fait. Oui et non, Virginie. J'adore parce ça, il y a une que nuance. si on arrive avec l'intention de faire le calme, on fait ça comme une activité. Okay. Je médite, check, c'est fait. Alors que méditer, c'est se sortir de vouloir faire pour se foutre la paix, comme dit mon grand ami Fabrice Midal, et se donner la permission de juste être. Et ça peut être juste 5 minutes où je me fous la paix et je me donne la permission d'être avec ce qui est, sans toucher à quoi que ce soit. Et c'est ça qui est révolutionnaire, parce que tu l'as dit, on veut toujours changer le moment présent. Il n'est jamais satisfaisant. Le prochain va être plus divertissant, le prochain va être plus confortable. On grignote, on va sur les réseaux sociaux, on magasine, on fait de la course à pied. On fait 1001 activités constamment. Certaines sont merveilleuses et essentielles, d'autres sont complètement inutiles et futiles et voire même souffrantes, mais ça fait partie de qui nous sommes. Alors que ce moment-là, c'est vraiment juste être. Et nous sommes des êtres humains. Et on est en train de l'oublier. Juste être avec mon souffle, qu'il soit court ou long, profond ou saccadé, être avec le bruit, les sons. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on croit que méditer, c'est faut qu'il y ait de l'encens, il faut que j'ai un mantra, il faut que j'ai tel legging, ça me prend mon châle, ça me prend mon mala. Et tout ça en fait une activité qui fait que c'est merveilleux si tu peux méditer 1 heure par jour, disons. Okay? Même si tu le fais mais il t'en reste 23 dans la vie. Tu vas faire quoi de tes 23 autres heures? Si pendant 1 heure, tu te barricades contre la réalité, puis namasté, 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 puis là, tu as 23 autres heures où tu vas être complètement comme, à péter les plombs parce que la réalité ne répondra pas à tes attentes et tes besoins. Donc, juste de s'asseoir ou juste d'être là, puis juste d'observer ce qui est et ce qui n'est pas aussi. Et je dis toujours aux gens, commencez petit. De penser que vous allez méditer 1 heure, c'est presque se faire violence au départ. Donc, de se dire, OK, juste sentir ce souffle-là, juste écouter ce bruit-là, ce son-là, juste être ensemble et pas penser à ce que j'ai fait avant ou ce qui est à venir après. Juste quand tu me parles de vraiment t'écouter, mais t'écouter pas en répétant dans ma tête ce que je vais te dire, mais de t'écouter avec tout mon être, à quelque part, on est, et c'est une forme de méditation. Il y a la pratique formelle qui est de s'asseoir puis de se pratiquer à ramener notre attention. Mais si on arrive à faire ça, là, on peut arriver, je crois, à être plus heureux, plus calme, plus serein, avec ce qui est et avec ce qui n'est pas. Oui, parce qu'on le réalise, en fait. J'imagine que cette pratique-là, parce que comme tu le disais plus tôt, il y a différents types. On appelle ça les méditations, on n'appelle pas ça la méditation. Mais cette pratique-là d'être dans l'être, ça nous fait réaliser davantage, ça nous fait ralentir, ça nous fait comprendre, ça nous fait prendre conscience de ce bonheur-là. Comprendre. Apprendre à se comprendre en tant qu'être humain et à se connaître. Et ce que je déplore personnellement, c'est qu'en Amérique du Nord, on enseigne shamatha, qui est la première partie de la méditation, c'est-à-dire l'entraînement de l'attention. Je reviens au souffle, je reviens à un mantra, je reviens au son, je reviens à quelque chose constamment. Puis c'est essentiel, c'est la base de la méditation. Mais il y a l'autre volet qui s'appelle vipassana, et qui est de voir comment fonctionne mon esprit. C'est d'observer sans jugement. Pourquoi j'ai pété les plombs? Juste m'observer sans jugement. De voir pourquoi est-ce que quand telle personne fait ceci ou qu'elle ne fait pas cela, j'angoisse ou je passe en mode contrôle ou en mode survie ou je veux fuir quand je me sens pas bien dans ma peau. Juste essayer de voir et de comprendre le fonctionnement de mon esprit, qui est le fonctionnement de l'esprit de tout être humain. Ça, c'est tellement intéressant parce que c'est exactement cette classe-là que moi, j'avais pris l'année passée
que tu avais vraiment bien expliqué, en fait, la méditation que tu guidais. Tu nous faisais passer dans ces phases-là. Puis justement, à ce moment-là, là, moi, je débutais là, dans la méditation. Comme on disait tantôt, c'est vraiment pour les gens, même qui débutent, qui n'en ont jamais fait. Puis je trouve que c'est tellement intéressant parce que avec l'explication de ces phases-là, on comprend qu'on doit amener notre cerveau à une certaine étape, que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et ce qui m'amène à ma deuxième question qui était comment on fait pour les gens qui ont de la difficulté. Par exemple, moi, avant qu'on se mette à filmer la vidéo, je te disais, moi, j'ai de la difficulté à m'asseoir vraiment et à pas nécessairement être dans le moment présent parce que ça, je pense que j'arrive à le faire, mais à vraiment faire le vide complètement. Moi, j'ai plus tendance à être en mouvement et comme essayer de le faire. Tu peux pas faire le vide complètement. Ça n'existe pas. On peut parler de la vacuité quand on parle du bouddhisme, qui est un espace de mille et une possibilités. Mais le vide mental, c'est le plus grand des mythes. Et c'est pour ça que les gens abandonnent la méditation, parce qu'ils n'y parviennent pas, en tout cas pas pour une longue durée. Tu sais, quand on s'assoit en méditation, les premières fois, c'est les premiers 10 ans, là. Mais quand on s'assoit en méditation, c'est comme arriver sur le boulevard d'Écarie, là, à 4 heures un vendredi après-midi, c'est par choc à par choc. C'est comme ça quand tu vas t'asseoir en méditation, tes pensées vont être par choc à par choc. Mais avec le temps, à un moment donné, c'est comme arriver sur le boulevard d'Écarie à 4 heures du matin, où là, il y a vraiment de l'espace entre les voitures. Et tu vas être capable de trouver cet espace-là qu'on appelle un vide entre nos pensées. Mais on ne peut pas forcer un corps qui a été en activité, puis à courir toute la journée, et lui dire, là, tu vas t'asseoir là, et tu vas fermer tes yeux, puis tu vas te concentrer. C'est presque une forme de violence. Mm-hmm. Donc, de voir comment nous pouvons décharger ce trop-plein d'énergie-là, puis de dire, OK, cette semaine, je vais m'asseoir pour 2 minutes. Pour l'ego, c'est terriblement confrontant. 2 minutes, mais 2 minutes non négociables. Et là, tu vas voir que l'ego va vouloir dire 2 minutes, ça c'est niaiseux pour les débutants, moi je vais aller à 5. Et c'est comme ça qu'on se sabote. Mais de commencer, et t'ajoutes 1 minute par semaine, et là tu solidifies ta pratique. Mais je dis ça là, puis ce que je veux te dire, c'est que ça n'a pas d'importance le temps que tu passes en méditation. Moi, je connais des gens qui méditent depuis 40 ans, qui sont capables de s'asseoir pendant 1 heure sans bouger, d'une immobilité là, comme une statue, qui ramènent constamment leur attention reste fixe sur leur souffle, il n'en manque pas un ou presque, puis qui sortent après et quelqu'un les coupe dans la circulation puis qui pète les plombs. Mais ça ne donne rien, tu comprends? Ce n'est pas le temps que tu passes en méditation qui est important. C'est même pas si tu es assis debout sur la tête, c'est la qualité de ta présence à cet instant-là. Puis, est-ce que, par exemple, pour aider les gens qui ont de la difficulté, parce que je sais, moi, j'ai commencé beaucoup avec les audios qui sont sur ton site, que j'aimais énormément, mais je les ai trop écoutés. Donc, à un moment donné, il a fallu que j'en écoute d'autres parce que je savais où est-ce qu'on s'en allait. Mais est-ce que, justement, des audios guidés dans ce sens-là, ça peut aider les gens à trouver cette quiétude-là et à se dire « Ah, c'est juste 2 minutes, mais justement, il faut commencer en quelque part, puis ensuite on évolue, puis on le fait plus longtemps, en fait. » Ah oui. Tu sais, moi, ça fait 30 ans là, maintenant que je médite et encore au cœur d'une nuit blanche, là, j'ai mon iPod à côté de moi. Puis si je suis au cœur d'une nuit blanche, je fais juste glisser les écouteurs dans mes oreilles, j'entends la voix de mon professeur et je retombe dans un état de paix profonde avec ce qui est et ce qui n'est pas. Parce que c'est ça, méditer. C'est pas espérer que le moment présent soit différent. Toute la journée, c'est ce qu'on fait, tenter de le rendre meilleur. À ce moment-là, on dépose bagage, puis on fait juste accueillir ce qui est là et ressentir ce qui est là. C'est pour ça que c'est révolutionnaire, tu comprends? Parce qu'on n'y touche pas. C'est comme si tu rentrais dans le musée de ta vie, puis tu peux rien toucher. Tu fais juste... Mais c'est tellement intéressant de la manière que tu l'expliques. Je trouve que ça démystifie justement plein de croyances qu'on a, puis
On l'entend souvent, ça, faire le vide, faire le plein d'énergie, etc., mais c'est pas nécessairement ça. Au contraire, c'est vraiment de se reconnecter avec soi. Oui. On est dans une société qui est en quête de se réparer. Ouais. De se réparer à travers une diète, à travers des exercices, à travers une spiritualité. Et on se sert de la spiritualité très souvent un peu comme pour bloquer. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai trouvé ça tellement touchant, me dit, ça fait 1 an que je pratique la gratitude et je suis en train de créer un mur de gratitude pour m'empêcher de sentir ce que j'ai à sentir. Quand il y a une émotion qui monte, je me dis non, sois dans la gratitude. Oh mon Dieu. Et on peut se reconnaître là-dedans. Oh, ouais. Donc, de se servir de la pratique un peu comme d'un bâton, comme fais ta méditation, fais ton yoga, sinon. Et c'est tellement pas ça. Il ne faut jamais que ça soit sur une liste de choses à faire. C'est un immense cadeau à se faire. Et la méditation, ou les méditations, le ciment de la pratique, comme en yoga, c'est la compassion. Sans compassion, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. C'est impossible. On peut y arriver, mais à quel prix, sur le compte de qui? Et est-ce que c'est obligatoire de fixer une intention à sa méditation? Ou est-ce que des fois, on peut juste se laisser guider par, justement, quand on écoute des audios guidés, c'est ce que je trouve le fun. Des fois, c'est que ça va nous amener en quelque part. Moi, ça m'arrive de vouloir ralentir, vouloir justement méditer, mais de pas nécessairement avoir besoin de quelque chose là tout de suite. Puis on dirait que des fois, avec certains outils, on prend conscience de ce dont on a besoin là maintenant. Oui, parce que le but de méditer, c'est pas de changer qui nous sommes. C'est d'être capable de comprendre et de connaître qui nous sommes afin de faire jaillir le meilleur de qui on est. Et le meilleur de qui on est, il est déjà là, Virginie. Tu es arrivée sur cette terre, puis ça, tu es arrivée sur cette terre là, sans jugement. Tu n'as pas dit, mon Dieu, je suis assez belle pour mes parents, puis je suis assez intelligente pour mes grands-parents. Tu es arrivée comme en pleine présence. Tu regardais tout le monde, là, puis tu as les mêmes yeux que quand tu es venu au monde. On a tous les mêmes yeux. Tu regardais tout le monde en équanimité, sans jugement, en pleine présence. Et méditer, c'est un peu revenir à cette essence-là. Vraiment de se dire, ce qui est là, pour le moment, c'est ainsi, et c'est parfait ainsi. Donc, puis ça fait peur aux gens parce qu'on est dans une société de performance et de dépassement de soi à outrance, dans toutes les sphères. Il faut que tu cuisines comme des chefs, il faut que tu danses comme des stars, il faut que tu décores comme des architectes, il faut que tu médites comme des moines bouddhistes. Puis il y a une forme de très subtile de violence là-dedans, où c'est jamais assez bon. Et ça devient... Puis les gens abandonnent parce que c'est trop, alors que il n'y a rien de ça. Mais c'est tellement une belle comparaison parce que je trouve que ça met vraiment en mots pourquoi on a l'impression de renaître quand on a des enfants. Puis là, je parle, j'ai pas d'enfants, là. Mais je trouve ça beau à travers les yeux des enfants, justement, je veux pas dire naïveté parce que naïveté, ça sonne peut-être un petit peu péjoratif, mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a personne de plus beau, de plus en forme, de meilleur. Tout est toujours parfait tel que c'est. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle manière de le présenter. Puis ça m'amène justement, je voulais absolument en parler parce que moi, c'est un outil que j'adore et c'est ton coffret, l'art de se réinventer. Je trouve que à tout moment de la journée, on parlait justement d'intention. On n'est pas nécessairement obligé de s'asseoir sur un tapis pour déterminer une intention puis la pratiquer vraiment dans la pleine conscience. On peut tout simplement, moi, ça m'arrive à tout moment de la journée de piger une carte. Puis c'est un apprentissage. Tellement. Là, maintenant, je fais une réalisation et souvent, c'est drôle, c'est un peu comme bien d'autres outils spirituels, si on veut, c'est que c'est pas pour rien qu'on pige cette carte-là. Et qu'on la repige. Oui, à d'autres moments et d'autres situations. Mais je trouve que c'est vraiment un bel outil aussi si jamais il y a des gens qui ont de la difficulté à se fixer une intention. Ça peut être un bel outil à ajouter, que ce soit pour méditer ou tout simplement en début de journée, en fin de journée, parce qu'on a eu une mauvaise journée. Je trouve que c'est vraiment un bel outil. Bien, merci, parce que ces 52 pensées-là, ce sont 52 pensées qui ont émergé de méditation, donc qui sont sorties après que
que j'ai fini de méditer, qui faisait partie du livre L'art de se réinventer, mais que j'ai un peu reformulé et qui, moi, sont des enseignements qui jalonnent ma vie. Parce que ces enseignements-là, c'est jamais acquis. Et la méditation, c'est la pratique des éternels recommencements. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui peut paraître décourageant, mais chaque fois qu'on revient, il faut véritablement, on revient au monde. Et chaque moment, on a à apprendre ce qu'on a à apprendre. Et c'est jamais, jamais acquis. Quand les gens disent « Ah, moi, méditer, j'ai fait le tour », gardez-vous une petite gêne. Virgule, virgule. Mais c'est tellement bien de le dire parce que c'est comme la vie de manière générale, c'est un travail continu. Les gens veulent tellement se rendre à la ligne d'arrivée, mais c'est pas ça, en fait. C'est profiter du processus, c'est avoir des outils comme ça qui vont nous aider à justement se recentrer, se concentrer sur nous et avancer. Et on va retomber et va devoir se relever. Puis c'est la même chose avec la méditation. C'est cyclique. Puis c'est la même chose avec les cartes. On les repige et il y a une raison pour qu'on les repige. Voilà, exactement. Donc, moi, je dis aux gens, soyez curieux. C'est véritablement un immense cadeau. On travaille, on s'est beaucoup concentré sur notre alimentation dans les 10 dernières années. Il y a eu toutes ces recherches-là scientifiques qui ont fait qu'on se nourrit plus sainement, puis on protège notre environnement, le nôtre, corporel, mais aussi celui qui nous entoure. Puis on a appris aussi à tout ce qui a pour le corps, le yoga, le tai chi, le qigong, la course à pied, peu importe de quelle façon on prend soin de notre corps. Mais c'est votre esprit qui détermine votre réalité. Vous pouvez avoir un corps en pleine santé et avoir un esprit tellement agité, alors que vous pouvez avoir un corps qui, malheureusement, est affaibli par la maladie et un esprit en paix. Donc ça, c'est là où la méditation peut nous aider. Oui, puis merci de faire cette lumière-là. Merci de dévouer ta vie à passer ce message-là. Je trouve que ça le rend accessible, ça met des mots clairs, des images dans notre tête, puis tous les outils que tu mets au monde, en fait, sont vraiment d'une grande aide. Puis pour vrai, je me sens vraiment très, très honorée d'avoir eu la chance de te rencontrer et de faire cette vidéo-là. Je te dis le plus beau mot, qui pour moi, le plus beau mot est le plus beau cadeau de l'Inde à l'humanité. Je te dis namasté, Virginie, parce que namasté, tu le sais, ça veut dire « je choisis de voir en toi ». Ce regard avec lequel tu es venu au monde, toute la beauté intérieure, la bonté, la compassion. Et je me dis, si à un moment donné, l'humanité pouvait se dire namasté, je pense qu'on pourrait changer le cours de l'histoire. Absolument, je dis toujours à une prochaine capsule, mais là, je pense qu'on va dire un beau namasté. Namasté.